Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 10 de Dragon Ball Daima, et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est que on travaille tellement de pistes sur l'intrigue qu'on sait pas véritablement où ça va aller. Alors des fois c'est fait de façon chaotique, mais ici je trouve que c'est plutôt intelligent, plutôt cohérent, et que je peux pas anticiper. Et ça fait plaisir, même si ça n'empêche pas d'avoir pas mal de théories. Là vraiment je suis dans le flou total, et j'adore ça. C'est pas souvent que c'est arrivé dans Dragon Ball, en tout cas depuis Super, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ça ici. Après, l'épisode n'est pas parfait, et on va revenir sur les différents points qu'il y a eu. Alors le premier, c'est Majin Buu, parce que il a été beaucoup trash-talké dans l'épisode précédent, les reviews que j'ai pu voir, les messages sur les réseaux sociaux et tout ça, et je peux comprendre, son design, il a rien de transcendant, il n'y a pas de souci avec ça, mais par contre, là, le développement qu'ils ont fait, je m'y attendais pas. Parce que quand on le voit dans l'épisode précédent, on a l'impression quand même qu'il est, il est un peu dark, un peu badass et tout. On le voit avec les yeux plissés, genre ah ouais, on va affronter les Tamagami. Et finalement, tu le vois là. Alors déjà, rien que la chorégraphie qu'il fait au début du combat, tu sens que c'est un personnage gag. Il fait un peu n'importe quoi, et j'ai trouvé ça cool, ça colle avec l'univers de Dragon Ball qu'on connaît à la base. Et je l'ai déjà dit, je trouve que dans Dragon Ball Daima, non, on n'est pas sur un truc qui est en rapport avec Dragon Ball originel. Parce que Dragon Ball originel, c'était ultra burlesque, c'était vraiment très drôle, très... c'était ultra tourné sur l'exagération partout. Et là, en fait, il y a juste de l'aventure comme Dragon Ball, mais il n'y a pas cette exagération-là. Et je l'ai retrouvé un peu avec le personnage de Majin Buu, et ça m'a fait plaisir. Un combat qui, contre toute attente, s'est soldé par une défaite de Majin Buu. Honnêtement, je l'avais pas vu venir, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit balèze. Finalement, il est peut-être fort, hein, mais en tout cas pas au point de vaincre un Tamagami, ce qui fait qu'il est inutile pour Harinsou, parce que son objectif, c'est d'être capable quand même de pouvoir vaincre Goku avec ce Tamagami, avec ce Majin, et s'il n'en est pas capable, il sert à rien. Mais, juste pour revenir 2 secondes sur le combat, j'ai bien aimé la chorégraphie, j'ai bien aimé le style de Majin Buu, et j'ai beaucoup aimé d'une part le design du Tamagami 1, et d'autre part son flow. Il est là, il se bat pas en fait. Il se contente juste de se défendre et de faire peur à Majin Buu en étant à côté de lui et tout ça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le personnage qu'on a vu ici. Alors, on se doute bien que ça va pas être l'antagoniste final, parce qu'il y a tellement de choses qui sont développées à droite à gauche, mais en tout cas, il a l'air vraiment classe. Après, j'aimais bien le 3 aussi, mais le 1 a l'air encore plus badass, ça fait vraiment super plaisir. Et du coup, je me demande vraiment ce qui va se passer avec Majin Buu, parce que je voyais en fait, maintenant, Harinsou a dit, t'es viré. Elle a dit, voilà, tu dégages, je veux plus de toi, etc. Je pense qu'il y a il y a deux choses qu'on peut envisager. La première, c'est que le mec, il dise, mais je veux quand même aider, blablabla, 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 et que finalement, elle accepte de le mettre dans la nouvelle, le nouveau Majin qu'ils vont créer, parce qu'il reste évidemment une graine. Donc c'était sûr qu'ils allaient en créer un deuxième. Je savais pas les raisons qui allaient pousser à faire un deuxième, et maintenant on le sait, c'est parce que le premier est pas assez fort. Et je me dis que ce qu'ils pourraient faire ici, c'est faire un deuxième qui, cette fois-ci, est pas contrôlé par Harinsou. Vous savez, elle met pas sa salive dedans, donc elle peut pas le manipuler. Ce qui fait qu'il est incontrôlable, un peu comme Majin Buu l'était, et que ils vont décider de créer cet antagoniste-là, de le faire fusionner avec le premier Majin Buu, d'une part pour que il soit plus fort, et d'autre part pour que le mélange du chaos avec je fais ce que je veux et je m'en fous de tes ordres à Harinsou et la personne qui est contrôlée permette d'avoir une sorte de compromis qui permette à Harinsou de le contrôler dans des certaines limites, quoi. C'est possible qu'on en arrive à là, avec un personnage qui, moi, j'aimerais bien ressemble à Janemba, mais je pense de plus en plus qu'on va s'éloigner de ce design-là. Et la deuxième solution que je vois de plus en plus venir, en fait, c'est encore une fois, c'est influencé par ce que j'ai vu dans Dragon Ball à l'époque, c'est que je l'imagine vraiment être viré par Harinsou, se barrer, être dégagé, et au moment où il rencontre la Z-Team, il va la rencontrer par hasard quand ils seront dans l'univers 1, derrière, ils vont devenir alliés, et peut-être qu'il va même l'aider à affronter le nouveau Majin qui va être créé. Ça ressemblera un peu à ce qui se passe avec Gros Boo et Boo Pur. On verra, hein, c'est tout à fait possible. Mais je trouve que c'est deux pistes de réflexion qui sont intéressantes, parce que je trouve que les deux me plairaient, en fait. Parce que avoir une fusion des deux, ça pourrait être cool. Et avoir ce personnage-là qui continue à être avec Goku et à parcourir l'aventure avec eux, et qui a, pour moi, il est Goku compatible, on va dire. Voilà, il est un peu... il fait des blagues, il tire la langue et tout ça. Moi, je trouve que il irait bien avec le personnage de Goku, donc les deux m'intéresseraient. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi quelles sont vos pistes de réflexion pour la suite avec ce personnage-là, mais en tout cas, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé le style, j'ai bien aimé sa façon de s'exprimer, sa mentalité et tout ça, la façon dont il se bat et tout.
Tout était très bien avec le personnage de Majin Buu, et j'espère que toutes les personnes qui le critiquaient à l'épisode précédent seront satisfaites aujourd'hui de ce qu'on a eu. Après, il y a eu d'autres choses qui sont passées, évidemment. La première, c'est Goku et les autres qui arrivent dans l'univers, enfin dans le royaume des démons numéro 2. Ils vont se faire attaquer par la gendarmerie. Goku qui va les défoncer, parce que de toute façon, on l'a dit depuis longtemps, il n'y a personne qui peut s'opposer à Goku dans cet univers-là. Goku, il va rouler sur tout sans aucun problème, et c'est ce qu'il fait ici. Il roule sur la gendarmerie sans aucun problème. Il y a le délire avec la bestiole, je l'ai bien aimé. Je trouve que j'ai beaucoup aimé le design. Elle ressemble un petit peu au... alors, je sais plus comment il s'appelle. Vous savez, quand il y a le tournoi entre univers 6-7, il y a l'autre, là, enfin, pas le Pride Trooper, mais le soldat galactique qui... Jaco, le patrouilleur galactique, qui a une sorte de roi, là, il est au service du roi, et il ressemble un peu à ça, avec en plus la crête debout. Je trouve que le design était vraiment très réussi. Bon, ils ont réussi à s'échapper et à pas crever. Derrière, ils ont plus de vaisseau par contre, et Pansy se sacrifie pour sauver la Dragon Ball. Bon, ils auraient pu y penser avant à la prendre, mais bon, c'est un détail anecdotique. Par contre, Goma qui prend enfin conscience qu'il y a une couille dans le potage et qu'il a peut-être fait une connerie en les faisant rajeunir. Oui, effectivement, mec, t'as fait une connerie. Ça aurait été bien de t'en apercevoir avant, mais c'est trop tard. Ton vœu, il pue la merde. On le dit depuis l'épisode 1 que ton vœu pue la merde. Maintenant, t'en as conscience. Et du coup, comme il voit que Pansy, elle vole pas assez vite, Shin propose d'attendre Vegeta et tout ça. Et on va les attendre sur la planète de Namek. Et j'avoue, je vois pas pourquoi ils vont sur cette planète-là, en fait. Ça apporte quoi? C'était quoi l'objectif, en fait, d'aller dessus? J'ai pas compris pourquoi ils se sont dit « Ah tiens, la planète Namek, si on s'y rendait !» Surtout que Glorio dit qu'ils sont proches de l'endroit où tu rentres dans l'univers, dans le royaume des démons numéro 2, est très proche du Tamagami 2. Donc je pensais qu'ils allaient s'y rendre, surtout que Goku, il t'explique qu'il est pressé, etc. Et finalement, ils font une halte sur la planète Namek. Voilà. C'était pas très utile, mais il y a d'autres choses qui vont pas. J'en parlerai plus tard dans la suite de la review. Mais du coup, ils vont aller sur cette planète-là, ils vont voir qu'elle est à l'abandon, ils vont discuter un petit peu, ça va apprendre que ils ont emmené la faune sur la planète Namek des royaumes mortels, et Goku va sentir la présence de Vegeta et compagnie, et il va aller les prévenir qu'il y a un monstre marin et qu'il faut faire gaffe à pas se faire péter le vaisseau, parce que ils ont besoin d'un vaisseau pour continuer l'aventure. Et à partir de là, on va apprendre des choses intéressantes sur le lore de Dragon Ball. Alors, la première, c'est que Shin, les arbres qui permettaient de faire vivre les Glind, je crois qu'ils appellent ça comme ça, ils sont tous morts. Ce qui fait que, comme le précise Bulma, sa race, elle va finir par s'éteindre, parce que quoi qu'il arrive, ils finiront tous par mourir. Ce qui est super triste, je trouve, ça colle pas trop avec toujours le délire un peu, le côté un peu fun de Dragon Ball, surtout quand tu reviens aux origines de Dragon Ball, mais bon, peut-être qu'à la fin, ils trouveront un moyen de faire replanter un arbre, on verra bien. Et l'autre chose, c'est qu'on apprend... Alors, on l'apprend pas vraiment, parce qu'on savait que Piccolo, il avait jamais vu Namek de sa vie, avant, ni le Royaume des Démons, avant, puisque il est né sur Terre, je rappelle, hein, encore une fois, même si il a les souvenirs de Camille. De mémoire, je dis peut-être une bêtise, hein, n'hésitez pas à me le dire, mais je crois qu'ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé avant qu'ils arrivent sur Terre, que ce soit Camille et Piccolo. Donc le fait de refusionner fait que ils avaient aucun souvenir de Namek et tout ça. Je dis peut-être une connerie, hein, à vérifier, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu Piccolo Daimao et ce qui se passe après, donc peut-être que je me trompe. Mais du coup, on va surtout apprendre qu'il y a un roi suprême des démons qui a voulu étendre son territoire et qui a demandé à un super Majin Rimus de créer des univers, enfin de créer des univers, voilà, et que c'était la plus haute autorité de l'univers. Alors, je pense, alors pour moi déjà, ça ne décanonise pas DBS, surtout qu'on va voir les Kaioshin des autres univers, pardon, on va les voir dans cet épisode-là, donc on a compris, les deux sont liés, voilà. Pour ceux qui, encore une fois, avaient un doute sur le fait que DB Daima et DB Super étaient canon à l'univers de Dragon Ball, j'espère qu'au moins maintenant vous allez arrêter le déni débile que vous aviez, hein, voilà. Mais ce que je me demande, c'est comment tu les places dans la hiérarchie, parce que la plus haute autorité de l'univers, là, pour moi, est-ce qu'il serait au-dessus des Shin, mais en dessous Zeno, et le roi suprême des démons qui a voulu étendre son territoire, c'est lui qui est à l'origine des univers 6, 7, 8, 9, 10, ce qui n'est pas incohérent en soi, parce que dans l'idée, Zeno, il fait que les gouverner, c'est pas lui qui les a créés, ça paraissait évident, mais ça reste flou pour moi, le délire, j'arrive pas vraiment à comprendre, en fait, j'ai l'impression qu'ils ajoutent des couches de dieu en boucle, et qu'au bout d'un moment,
c'est pas que ça a plus de sens, mais que ça devient tellement chaotique que ça n'a plus vraiment d'intérêt. T'as des dieux de l'univers, t'as des dieux de la partie est, ouest, nord, sud de l'univers, t'as un dieu qui est au-dessus d'eux, une autre personne qui crée des univers, et t'as Zeno qui est par-dessus. Enfin, ça fait tout un micmac. Enfin, ça fait beaucoup de dieux, en fait, j'ai l'impression, de faire ce délire-là. Mais du coup, on a eu une explication sur le pourquoi du comment que les Shin se sont barrés, du pourquoi du comment que les Namek se sont barrés aussi. C'est parce qu'ils étaient traités comme des esclaves, parce qu'ils avaient des pouvoirs et tout ça. Et on finit avec Vegeta et compagnie qui rejoignent donc Goku et sa clique, qui vont partir... On sait pas où, enfin si c'est pour le Tamagami 2, ils vont affronter Tamagami 2, et de ce qu'on voit dans les spoilers, entre guillemets, on comprend que c'est Vegeta qui va l'affronter. Tant mieux, ça fait plaisir de voir ça. Et il y a le Namek, là, le vieux Namek qui est présent, Navi. Je me demande pourquoi il est là, en fait. Qu'est-ce qu'il fout sur la planète Namek tout seul? En plus, t'as Glorio qui dit personne peut vivre ici, l'eau elle est dégueulasse, voilà. Mais lui, il vit ici visiblement. Et en fait, moi, je sais pas si vous allez faire la même parallèle, mais quand j'ai vu le Namek qui est là, et qui est en plus, il est collé au vaisseau, comment ils peuvent pas le voir? Moi, ça me dépasse. Enfin, peut-être qu'ils le verront dans l'épisode prochain, on verra. Peut-être il va peut-être même demander à partir avec eux à l'aventure. Parce que, à mon avis, il y a un délire avec lui, encore une fois, on développe tellement de choses, que ce soit avec Arinsu, avec Goma, avec le vieux Namek, avec le Boo qui va peut-être après se faire un petit coup d'état. Voilà, on développe tellement de choses qu'on ne sait pas dans quelle direction on va, et c'est ce que j'aime aussi dans Dragon Ball, c'est qu'on a plein de trucs sur lesquels on peut s'orienter, et on ne sait pas lequel on va s'orienter. Ça permet de maintenir le mystère, et ça c'est cool, mais j'ai du mal à... Enfin, je fais une parallèle quand je vois ça, avec le Dragon Ball Super, le moment où ils font le tournoi du pouvoir, quand l'univers 9 est détruit, rappelez-vous, on voit l'ange de l'univers qui a un grand sourire, genre « Ah, mon univers est enfin détruit ». Je l'ai vraiment vu comme ça, et on a tous pensé que les anges étaient de mèche pour faire un coup d'état et retourner Zeno. On y a tous pensé à ça. Et finalement, bah, ça n'a pas été le cas, et j'ai un peu peur que ça soit pareil avec Nevi. Après, je te dis, c'est mon syndrome, c'est le syndrome DBS, c'est le traumatisme de DBS qui fait que j'ai peur de ce genre de conneries-là. Mais bon, il y a sans doute un truc qui va être travaillé. J'ai vu des gens qui ont dit que c'était le père de Piccolo qui était là, peut-être, parce que comme il parle de son père, et que lui, on le voit juste après, le seul truc qui va pas, c'est que si Piccolo a raison, et que ce qu'il dit est vrai, il explique que son père, il a été quand même dans le royaume des mortels. Donc c'est... Et comme on nous explique que le vieux, c'est le seul qui a pas quitté le royaume des démons pour partir chez le royaume des mortels, en théorie, il peut pas, au pire c'est son grand-père, quoi. Mais il y a forcément un intérêt à ce qu'il soit ici, et je me demande ce que c'est, mais vraiment, t'as plein de pistes qui sont intéressantes. Vraiment, cet épisode-là, il a appris des choses sur le lore, on a découvert la véritable personnalité de Majin Buu, et c'était plutôt cool. Maintenant, le seul truc que j'ai pas aimé, c'est le découpage du combat de Majin Buu, je l'ai trouvé pas terrible du tout. Il a été placé de façon presque aléatoire, je trouve, dans cet épisode-là. C'est un détail anecdotique. Après, des détails anecdotiques qui me dérangent, il y en a une chier quand même dans cet épisode-là, hein. Le premier d'entre eux, qui est un peu bizarre, c'est le fait que, pour passer d'un royaume à l'autre, là, vous savez, le warp, là, Shin fait en sorte de mettre les oreilles pointues à Goku pour qu'on lui pose pas de questions, genre « Oh, mais t'as pas rien à faire dans le royaume des démons ». Comment ils font, Vegeta, Piccolo et compagnie? Parce qu'eux, ils peuvent pas le faire. Et Vegeta et Bulma, ils ont les oreilles rondes. Piccolo a pas ce pouvoir-là. Je me doute bien que Ibis, il l'a pas non plus. Donc, comment il a fait pour passer? Hein? Et je pense que le roi qu'on a vu, là, pour qui il travaille, Ibis, je pense pas qu'il a le pouvoir de voyager entre les deux royaumes, donc il peut pas avoir de passe-droit, et Ibis, il en a pas non plus, à mon avis, parce qu'il a jamais été dans le royaume 2, donc ça m'étonnerait qu'il puisse le faire comme il veut, comme ça. Donc là, petit truc qui est un peu chelou, j'avoue. Le deuxième truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est l'explication, parce que en fait, Goku, il a été voir Vegeta à l'épisode d'avant, je vous avais dit c'était n'importe quoi ce passage-là, dans lequel il dit « Bah moi je vais affronter les Tamagami, vous occupez-vous de Dende ». Dende, il est dans l'univers 1, enfin dans le royaume 1 des démons. Et ils le savent, ils le supposent en tout cas. Pourquoi ils vont dans l'univers 2 en fait? Alors moi je m'en fous, et c'est utile parce que du coup ils se rassemblent. Mais dans l'idée, ils ont expliqué leur plan de se séparer, et eux ils y vont pas. Et puis pareil, pourquoi ils veulent attendre le vaisseau de Vegeta? Déjà, ils savent pas s'ils vont arriver ici, hein, en théorie. Je peux comprendre, Shin, quand il dit ça, c'est parce qu'il voit que Pansy, elle a du mal à voler. Mais dans ces cas-là, bah, tu sais comment tu fais, mon pote? Eh ben, toi, tu avances.
Goku il reste avec Pansy, et comme Shin il a du ki, et ben au bout d'un moment quand il arrive à destination, il augmente sa quantité de ki, Goku la ressent parce qu'ils expliquent là qu'il n'y a pas un univers, un truc néfaste qui fait que on a des difficultés à voler, à ressentir les choses et tout ça. Il prend Pansy dans la main, il se téléporte à côté de Shin, et c'est fini, t'as pas besoin d'attendre, surtout qu'en théorie, Vegeta et tout ça ne viendront pas dans l'univers 2. Donc c'est chelou qu'ils l'attendent. Non mais vraiment, il y a des choses comme ça, c'est des tout petits détails, mais des petits détails qui niquent un peu la cohérence de tout ça, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Pareil, je voudrais parler 2 secondes de Vegeta, parce que moi, il y a un truc qui me dérange avec Daima depuis le début, c'est que Vegeta se fait piétiner par tout le monde. Mais il se fait insulter, cracher dessus, et il dit rien, ou presque. Et il y avait eu ça il y a quelques épisodes. Bon, déjà, le fait qu'il soit pas parti avec Goku, je trouve ça aberrant, qu'il soit pas un peu énervé pour partir avec Goku. Le fait que, derrière, il y a eu l'engueulade quand ils sont dans le vaisseau avec Ibis, et puis il y en a eu une autre encore aujourd'hui, dans lequel il dit « Oh, bah, je vais m'épouser Bulma et tout ça ». Je rappelle que quand Beerus, il tape Bulma, lui, il pète un boulard. Là, l'autre, il dit « Oh, bah, écoute, t'as des cheveux de merde, et j'ai envie de me marier avec ta femme ». Et Vegeta, il fait juste « Nani ?» Bah non, mec, putain, c'est quoi ce Saiyan pas énervé? C'est quoi ce Vegeta pas énervé qui dit rien? Je dis pas qu'il fallait le tuer, mais quand même, tu peux te vénérer un peu plus que « Oh, je suis pas d'accord ». C'est... Vegeta, respecte-toi. Vegeta, respecte-toi. Je peux comprendre que il a changé de mentalité un petit peu entre la fin de DBZ et aujourd'hui. Enfin, entre le début de DBZ et la fin de DBZ. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand même, pas au point de servir de paillasson pour des personnages random comme Ibis. J'arrive pas à saisir comment c'est fait. Après, je vais refaire une parallèle que vous allez pas aimer, mais quand on est dans DBS et qu'il y a où il chante la chanson du bingo et tout ça, pour moi, ça a du sens et ça a une cohérence. Parce que quand il le fait, il est prêt à se ridiculiser pour sauver la vie de sa famille. Et venant de Vegeta, c'est fort, c'est puissant. Moi, j'avais beaucoup aimé la scène. C'était ridicule, mais j'avais beaucoup aimé parce que ça montrait le changement de personnalité de Vegeta. Mais là, il n'y a rien, il n'y a aucune raison. On lui manque de respect, on manque de respect à sa femme, et lui, il s'en bat les couilles. Et depuis le début de DB Daima, il se fait piétiner sur la gueule par tout le monde. Et personne dit rien. C'est le Krillin de Daima actuellement, Vegeta. C'est le Krillin de Daima, je déconne pas. Donc ça serait bien à un moment donné de respecter un peu le personnage et sa mentalité. Parce que pour moi là, ça va pas. Voilà. Mais ça n'empêche que j'ai quand même passé un très bon moment devant cet épisode, avec, comme je vous ai dit, plein de pistes pour la suite qui ne permettent pas de savoir à 100% ce qui va se passer, et qui restent malgré tout cohérents, et quelques défauts qui m'ont un peu dérangé et qui m'ont un peu sorti de l'épisode, mais globalement, c'était très sympa. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là dans la zone commentaire. Et si vous avez rien à dire, mettez juste Vegeta la victime, je comprendrai que vous avez été au bout de la vidéo. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!